Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. La ville de Nice est considérée comme l'un des plus beaux joyaux de la Côte d'Azur. Bordée par la Méditerranée, la ville est un savant mélange architectural entremêlant influences italiennes et françaises. Aujourd'hui, cette ville compte à peu près 20 000 juifs. Une communauté dynamique et accueillante. Et c'est ici que le Consistoire de France a organisé cette année les universités d'été du judaïsme pendant 3 jours. J'ai le plaisir d'être avec le président du Consistoire, Elie Korchia. Bonjour Elie. Bonjour Steve. Pourquoi avoir créé ce concept des universités d'été du judaïsme ? Tout simplement parce qu'après mon élection, j'avais souhaité faire de grands rendez-vous annuels pour les années paires Yom Rashi, où nous faisons venir à Troyes, et vous le savez bien, le maximum de personnes là où a vécu Rashi, avec des spectacles, des conférences, des expositions, une librairie éphémère. Et puis l'année suivante, c'est centré sur les responsables, les dirigeantes et dirigeants des communautés juives de France qui se retrouvent pendant 3 jours dans cette université d'été du judaïsme français, dans un cadre estival et balnéaire. Et donc après la première édition en 2023 à Marseille, où nous étions sur le Vieux-Port, eh bien cette fois-ci, pour changer, nous sommes donc cette fois-ci sur la Côte d'Azur, donc aussi à côté de la Méditerranée, à côté de la mer, et dans un cadre magnifique où nous allons recevoir près de 150 dirigeantes et dirigeants des communautés juives qui font vivre le judaïsme français dans toutes les régions, puisque l'apport de cet événement, c'est que toutes les régions sont représentées. Pour tous les spectateurs qui vont nous regarder et qui nous regardent déjà, quels sont les participants ? Eh bien, des hommes et des femmes, beaucoup d'administratrices, de présidents de communautés, des rabbins, un panel d'une dizaine de rabbins qui viennent aussi de toute la France. Le grand rabbin de France, évidemment, qui sera à nos côtés pour ces différents ateliers de réflexion, puisque pendant 3 jours, nous allons réfléchir aux thématiques qui sont aujourd'hui fondamentales pour les communautés juives en France. Une sorte de cercle des poètes disparus, je dirais, pendant ces 3 jours. Quel est le programme ? Alors d'abord, aujourd'hui, pour cette première journée de l'université d'été, je voulais qu'on commence par la jeunesse. Et avec mes amis du consistoire régional de la Côte d'Azur et notamment mon ami Franck Israël, le président du consistoire régional, nous avons voulu démarrer par un atelier qui sera consacré aux actions et aux projets pour la jeunesse juive. Et donc nous parlerons à la fois des jeunes, des mouvements de jeunesse avec le commissaire général des EI, de l'action pour la jeunesse avec la directrice de l'action jeunesse du Fonds social juif unifié, Déborah Dahan. Oui. Et puis enfin, avec Michael Lévy, l'aumônier national des étudiants, aumônerie que nous avons mise en place il y a 2 ans, eh bien nous parlerons de ce qui se passe dans les universités, puisque là aussi c'est toute une thématique qui est importante pour nous en 2025. Donc ça sera le premier atelier de réflexion. C'est aussi et surtout, je crois, dans cette idée de fédérer toujours chez vous qui est omniprésente, l'occasion et le prétexte de mélanger tous les présidents de communautés de la France pour essayer de jumeler des projets, pour essayer d'innover dans un judaïsme beaucoup plus large ? Exactement, vous savez que c'est au cœur de mon projet. Je pense que aujourd'hui le Consistoire de France est là pour fédérer, pour unifier les communautés juives à travers la France. Je ne peux pas accepter que certains, parce qu'ils sont dans des territoires plus compliqués, plus isolés parfois, eh bien se sentent moins impliqués. Et donc c'est très important pour moi de les faire tous se réunir. Et donc je suis très fier qu'ils aient répondu toutes et tous présents et que toutes les régions de l'Alsace à la Bretagne Loire-Atlantique, du Sud-Ouest à la région Rhône-Alpes, de Marseille-Provence à Nice-Côte d'Azur, sans parler évidemment du Nord-Pas-de-Calais, tout le monde sera là pour parler évidemment et pour échanger sur les projets que nous pouvons avoir. Et avec beaucoup d'élus, le préfet, des maires qui seront là bien évidemment, le président du conseil départemental, pour montrer et pour symboliser l'ancrage dans la cité du judaïsme. Et vous savez que c'est une thématique qui m'est particulièrement chère. On voit à quel point vous vous battez, vous œuvrez pour qu'il y ait des autorités officielles à chaque fois et à chaque rassemblement. Est-ce que, selon vous, ça leur permet à eux aussi
de voir ce dont la communauté a concrètement besoin? Bien sûr, et puis aussi c'est un symbole. C'est un symbole de notre action. Le consistoire existe depuis 217 ans, mais la présence juive en France est millénaire, vous le savez bien. Et donc c'est important pour moi de montrer que malgré l'adversité, en dépit de ce contexte assez pesant, assez anxiogène que nous vivons depuis ces derniers mois, eh bien la communauté juive de France continue à avoir des projets, continue à être résiliente. Et c'est ce que je vois d'ailleurs dans toutes les régions de France lorsque je voyage un peu partout. Et c'est ce dont nous parlerons aussi, que ce soit avec la ministre, que ce soit avec nos intervenants, notamment de la 3e journée, puisque nous parlerons des actions de lutte, comment renforcer la lutte contre l'antisémitisme et l'antisionisme, et ces rassemblements, ces ateliers de réflexion, la façon dont les uns et les autres nous sommes ensemble, encore une fois, dans la cité, au sein de la communauté nationale, eh bien c'est aussi une des façons de mieux lutter contre l'antisémitisme. Et nous en parlerons notamment le mardi matin, avec là aussi un trio d'intervenants, Constance Le Grip, députée, présidente à l'Assemblée nationale du groupe d'études sur l'antisémitisme, Mathias Hoth, préfet et aujourd'hui patron de la DILCRA, et enfin mon confrère et ami Mario Stasi, le président de la LICRA, et à eux trois aussi, ils viendront nous expliquer comment l'action se fait sur le terrain au quotidien pour mieux combattre l'antisémitisme. On ne peut pas être seulement dans le commentaire, dans l'analyse, dans le constat. Action. On a besoin d'être dans l'action, et vous savez que c'est une thématique qui est très importante pour moi. Nous célébrons cette année les 120 ans de la loi de 1905. Que représente selon vous la laïcité pour les Juifs de France? D'abord, je crois que nous avons embrassé en 1905, il y a 120 ans, cette loi qui est une loi qui ne nie pas les religions, comme certains voudraient aujourd'hui la dévoyer. Ce n'est pas une loi qui est contre les religions. La loi de 1905, la loi effectivement de séparation des églises et de l'État, permet aux religions de s'insérer au sein de la société, au sein de la République. Et donc nous avons toujours, non pas seulement accepté cette loi, mais nous avons été, je crois, toujours de bons élèves dans la République, avec effectivement toujours cette volonté d'avoir notre identité juive, mais en sachant que cette identité s'épanouit au sein de la République, au sein de la communauté nationale. Et je crois que si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris à ce qui fait l'essence même de la loi de 1905. Et je crois que c'est important de le dire aujourd'hui, à un moment donné où la laïcité est parfois attaquée, est parfois fissurée, et c'est important que ce modèle de la laïcité à la française, parce que c'est un modèle éminemment français, vous le savez bien, on explique parfois cela aux pays anglo-saxons, et ils n'ont pas du tout cette même culture. Eh bien nous, la laïcité est un des remparts aussi pour les valeurs de la République que nous portons, et 120 ans après, en cette année 2025, c'est important que ce soit une thématique majeure dans l'université d'été du judaïsme. Dans tout ce positivisme, dans tout cet élan d'action, et dans tout ce que vous faites, et je le dis du fond du cœur, pour mélanger le culte et la culture, pour ouvrir justement à cette jeunesse juive l'envie d'aller vers une institution comme le consistoire, on va forcément et malheureusement parler d'antisémitisme pendant ces 3 jours. On va forcément et malheureusement parler des actes antisémites qui explosent de jour en jour. Est-ce que vous pensez que grâce à toutes ces tables rondes, et je l'espère, on va trouver des mots pour tous ces présidents de communautés, pour rassurer leur communauté, chacun dans leur ville? Bien sûr. Je vous parlais de résilience. C'est tout l'enjeu de cette université d'été en 2025. C'est montrer que, oui, évidemment, nous devons combattre l'antisémitisme, nous devons combattre celles et ceux qui essayent de mettre de l'huile sur le feu, d'importer un conflit qui a lieu à 4000 km d'ici pour viser des Français juifs, pour les essentialiser à leur religion. Mais évidemment, le but de cet événement, c'est d'abord de montrer que nous poursuivons des actions, que nous continuons à faire en sorte que chacun ait sa place, que tout le monde puisse trouver sa place. Vous parlez du culte, c'est évidemment le socle du consistoire de France. Mais derrière, vous savez bien qu'il m'est important de lancer des projets de conférences, de concerts, de soirées, tous les événements de la culture partout, afin de permettre à tout le monde de se sentir faire partie d'une communauté de destin. Nous sommes le contraire du communautarisme finalement. La communauté juive de France se pense avant tout à travers les valeurs de la République, c'est ce dont nous allons parler pendant 3 jours, mais la communauté juive de France est intrinsèquement liée à la vie de la cité et à ceux qui nous entourent, et c'est ce dont on parlera aussi évidemment à travers les soirées de gala et dans bon nombre de débats que nous aurons les uns avec les autres. Eh bien, puisque vous êtes le président de l'action, action, allons-y. Durant 3 jours à Nice, l'université d'été du judaïsme a commencé par une rencontre fondamentale sur le thème de la jeunesse, avec 3 représentants communautaires. Les éclaireuses et les éclaireurs israélites de France,
Noé pour la jeunesse du FSJU et l'aumônerie des étudiants juifs de France. Chacun, dans sa fonction et au contact de la jeunesse juive, que ce soit dans les universités, dans les associations ou pendant leurs activités de loisirs. Des responsables qui se doivent d'être engagés pour faire face aux enjeux et aux nouveaux problèmes que rencontrent les jeunes. Jérémy Horry, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire général des éclaireuses et des éclaireurs juifs de France. Exactement. En quoi consiste votre travail par rapport à la jeunesse qui a un grand besoin de se situer, la jeunesse juive aujourd'hui en France ? Le scoutisme en général, c'est un vecteur, c'est une façon de former et qui rassemble tout le monde. Là où tous les autres mouvements sont très concentrés sur leur scoutisme, nous, on utilise vraiment ça comme une forme pour leur faire travailler sur leur identité et juive et française et le judaïsme dans sa pluralité avec les liens avec la culture, les liens avec Israël, la mémoire. Voilà, c'est tout cet ensemble qu'on travaille avec nos jeunes. C'est un mouvement qui a été créé en 1923, donc il y a 102 ans. Oui. C'est un engagement pour un jeune de vous rejoindre. Lequel ? C'est la différence avec une colo. En fait, un mouvement de jeunesse, c'est des rendez-vous pendant l'année, avec à peu près un week-end sur 2, une activité. C'est des shabbats pleins, c'est des camps d'hiver, c'est des stages de formation. Et nos jeunes sont bénévoles, les animateurs viennent et leur seule mission, c'est de transmettre aux jeunes. Donc finalement, c'est beaucoup plus que simplement un moment de retrouvailles, mais voilà, une mission. C'est quoi aujourd'hui, après un 7 octobre, les difficultés que vous rencontrez par rapport à différentes pratiques du judaïsme quand ces enfants viennent chez vous? Alors nous, on n'a pas attendu le 7 octobre pour se sentir sioniste et être engagé vis-à-vis d'Israël. En revanche, il y a une vraie demande des jeunes qui se font pointer du doigt dans les écoles, même en primaire, des jeunes enfants qui, sur les camps, expliquent qu'ils sont pointés du doigt. Et c'est ce que je disais à l'ambassadeur d'Israël. Et ils sont eux-mêmes ambassadeurs d'Israël à ce moment-là, mais il faut savoir répondre. Donc on essaye de travailler des activités, savoir et être conscient du monde qui les entoure, du contexte actuel, qu'ils soient en Israël, mais aussi sur leur propre identité juive, et de apprendre à répondre. Avoir les mots, l'élocution. Avoir les mots, l'élocution, c'est pour ça qu'on a travaillé sur un concours d'éloquence, par exemple, pour permettre à nos animateurs de prendre la parole, d'oser prendre la parole. Donc c'est tout un ensemble de choses qui est fait vraiment pour leur donner les outils. C'est vraiment une boîte à outils, et après chacun s'épanouit dans son judaïsme, sa vision du monde. C'est génial ça, au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'estime de soi, au niveau de la fierté de son identité et l'humilité à la fois. En fait, ça les replace. Ça veut dire que un jeune, ça cherche sa place finalement dans sa famille, dans sa communauté. Et donc, à un moment donné qu'on leur donne la parole, ils peuvent plus dire qu'on ne leur a pas donné. Donc, ils n'ont plus d'excuses. Et donc, finalement, ils ont des choses à dire. Et ils nous l'ont montré d'ailleurs très dernièrement. Mais c'est ça aussi leur rôle d'animateur. Quand ils lancent une activité, ils doivent capter des jeunes enfants de 8, 11, 16 ans qui... parfois ont du mal à se dire j'apprends déjà des choses à l'école, à la maison, qu'est-ce qu'on va encore m'apprendre? Et c'est là où savoir dire les choses correctement par des jeunes, pour les jeunes, c'est ça aussi qui leur permet de continuer à apprendre des choses dans un cadre complètement informel. C'est génial. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Déborah Dahan, bonjour. Bonjour Steve. Vous vous occupez du pôle jeunesse Noé au FSJU. On a aujourd'hui un vrai débat sur la jeunesse juive en France. C'est quoi les valeurs que le FSJU veut inculquer aux jeunes, religieux, pas religieux du tout, traditionnalistes? Alors depuis sa création, il y a plus de 70 ans, le FSJU met un point d'honneur à traiter, à accompagner la jeunesse et à l'accompagner aussi bien d'un point de vue formel avec les écoles et un point de vue informel, les mouvements de jeunesse, les mouvements étudiants et à être à ses côtés pour la faire grandir. Aujourd'hui, l'objectif principal du Fonds social juif unifié et de l'action jeunesse FSJU Noé, c'est de favoriser cette jeunesse juive et de faire en sorte qu'elle puisse s'épanouir dans son judaïsme et dans son identité juive en France. On sait qu'un certain nombre de jeunes veulent quitter la France, veulent aller vivre ailleurs, mais il faut comprendre qu'on a aussi plus de la moitié de ces jeunes juifs corélégionnaires qui vivent aujourd'hui en France, sur tout le territoire français, et qui comptent bien y rester. Et y rester avec la tête haute, en étant fiers de leurs valeurs juives. Il y a une présence juive ici en France depuis l'Antiquité, et ils ont envie de perpétuer ces valeurs. Et le but du Fonds social juif unifié, c'est de les accompagner dans ces projets.
Dans une enquête qu'a réalisée d'ailleurs le FSJU en 2024, on note que les jeunes ont un rapport distancé avec les institutions. Comment on part ça ? Alors, effectivement, on a, par rapport au baromètre jeunesse qui a été réalisé par le Fonds social en 2024, on s'est rendu compte qu'un tiers des jeunes sont proches des institutions, que ce soit le CRIF, que ce soit le consistoire ou le FSJU, et donc c'est très peu. Pourquoi c'est très peu ? Parce que malheureusement, ces institutions ne répondent peut-être pas à la demande de cette jeunesse. Cette jeunesse, elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin d'être prise au sérieux et elle a besoin que ce soit les adultes qui s'adaptent à elle. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte aujourd'hui que quand un jeune a un projet, et ils en ont des projets, ils ont envie de faire grandir cette communauté, mais c'est à nous, adultes, de les accompagner, mais d'être à leur écoute. Et d'être à leur écoute par rapport à leur code, leur façon de faire et leur façon d'envisager leur projet. Comment on communique ça ? On va vers eux, on fait des masterclass, Alors, on va vers eux, on construit avec eux, c'est très important. Moi, j'ai la chance dans mon équipe de travailler avec des jeunes, avec une équipe de jeunes. Ils ont tous 25 ans, c'est moi qui suis la plus âgée. Pourquoi ? C'est un parti pris parce que moi, je suis là pour les accompagner, mais c'est à eux de faire et de faire à leur façon. Et ils connaissent les jeunes et il y a une proximité, il y a un travail entre pairs qui doit se réaliser, pairs, P-A-I-R-S. Ils se comprennent et ils ont besoin d'avancer ensemble. Et c'est grâce à c'est eux qui construisent la communauté juive de demain. Et donc, il faut leur faire confiance. Il faut que les institutions fassent confiance à ces jeunes, leur donnent la place et leur donnent la place qu'ils souhaitent prendre en fonction de leurs aspirations et leur volonté de faire avancer la communauté. Merci beaucoup. Merci. Steve. Michael Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes aumônier. Dans quel domaine, pour tous les téléspectateurs qui nous regardent, vous intervenez au niveau des étudiants ? Alors, on intervient principalement dans deux domaines. Premier domaine, c'est le domaine de l'intégration des étudiants à l'intérieur des universités. Non pas pour leur cours ou autre chose, mais leur parcours, on va dire, communautaire. Pour ceux qui, notamment, ne feraient pas leurs études chez eux et devraient aller trouver l'endroit de la synagogue, quelles sont les associations et autres pour pouvoir les faire insérer. Parce que le plus difficile pour les étudiants, c'est bien évidemment l'isolement. Et on essaye, dans un premier temps, de les aider à cela. Deuxième pan sur lequel on intervient, c'est aussi sur toute la partie examen, notamment avec les problématiques qu'ils pourront avoir des examens les jours de Shabbat ou les jours de Yom Tov. Bon, comme vous pouvez le savoir, avec le phénomène de laïcité, donc le processus de laïcité, c'est un peu compliqué. Pas parce que la laïcité c'est pas bien, c'est quelque chose d'exceptionnel, ce qui nous permet d'être juif aujourd'hui en France, mais parce que tout le monde ne comprend pas de la même manière. Quand la laïcité devient une religion, alors forcément elle fait face à d'autres religions. Et il faut essayer d'amener à convaincre nos interlocuteurs. Et non pas à essayer de leur dire on ne viendra pas quoi qu'il arrive. Et ça c'est mon travail. Au niveau que ce soit des recteurs, au niveau des maîtres de conférences et au niveau des doyens et des directeurs de grandes écoles. Quelles sont selon vous, bien sûr, les plus grandes difficultés que rencontrent les étudiants en France ? Hormis les examens dont on vient de parler, très sincèrement, malheureusement, c'est le contexte, on va dire, international et politique, qui ne devrait pas avoir lieu dans une faculté. Dans une université, on est là pour apprendre, pour s'instruire, pour s'éduquer et pour se former, pour rentrer dans le milieu professionnel. Or, aujourd'hui, on se trouve avec des communautés qui ne sont pas la culture de la France. La culture de la France, c'est l'intégration. On n'est pas dans un pays anglo-saxon. Et donc, en fait, les communautés, le communautarisme fait qu'on va être isolé. Et c'est à nous de faire en sorte que ces étudiants-là, non seulement ne se replient pas sur eux-mêmes en tant que communauté juive, s'intègrent et font en sorte que l'université les intègre, tel est le modèle français qui existe depuis 200 ans. Merci. Je vous remercie beaucoup, Michael Lévy. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre travail. Merci beaucoup à vous. Merci. Deuxième jour des universités d'été du judaïsme. La journée commence par un atelier de réflexion avec deux responsables du ministère de l'Intérieur venus rencontrer les représentants de la communauté juive de France. 120 ans après la loi de 1905, quelles sont la relation et les relations entre la République et les cultes ? Vincent Ploquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du service des libertés publiques et affaires juridiques au ministère de l'Intérieur. Nous sommes aujourd'hui aux universités d'été du judaïsme français à Nice. On constate souvent que la laïcité est mal comprise, que pour certains, elle signifie une absence totale de croyance. Pouvez-vous, nous la définir, s'il vous plaît ?
Certainement, la laïcité, comme vous le dites, elle est souvent mal comprise. La laïcité, en réalité, c'est 3 choses. D'abord, c'est que l'État est neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion d'État et qu'il traite les cultes de façon égalitaire. C'est ensuite la liberté de conscience pour tout le monde, la liberté de croire ou de ne pas croire, et c'est enfin le libre exercice des cultes. Ça veut dire que tous les croyants peuvent exercer librement leur culte, la République leur garantissant cette liberté. Donc, à ne pas confondre avec un quelconque athéisme ou l'interdiction de croire. Au contraire. C'est, on peut dire, un concept totalement français. Pensez-vous qu'elle œuvre en faveur du vivre ensemble ? Alors, laïcité, c'est un mot très français. Mais pour autant, tous nos voisins connaissent un peu le même concept, puisque dans les autres démocraties, il y a la liberté de conscience, le libre exercice des cultes et le traitement égalitaire de tous les cultes. Mais oui, il y a une spécificité française, cette laïcité, qui œuvre vraiment au vivre ensemble, puisqu'elle fait primer ce qui nous rassemble sur nos particularismes, tout en garantissant à chacun le droit de croire ou de ne pas croire. Donc oui, la laïcité, c'est un principe cardinal de notre identité, et c'est ça qui nous permet de vivre ensemble profondément. Comment on pourrait arriver justement comme dans cette matinée religieuse où toutes les religions se succèdent et qu'il y a même des fois des émissions interreligieuses? Comment à votre avis? Eh bien, la laïcité, pour la vivre, il faut d'abord connaître chacun des cultes, les comprendre, pour mieux savoir ce qu'ils ont le droit de faire, pas le droit de faire, et comment on peut coexister ensemble, quelles que soient ses convictions. Le libre exercice des cultes, c'est aussi donner à chacun la possibilité de s'informer sur les différents cultes. La volonté du ministère de l'Intérieur d'être présent dans cette matinée des cultes, est-ce que selon vous, c'est dans la même idée que l'éducation et la culture peuvent aider à réparer le monde? Absolument, absolument. C'est de la connaissance et de l'interpersonnel que naîtra cet esprit de concorde qui est le socle de notre République et du vivre ensemble. On ne peut pas vivre juxtaposé, il faut vivre ensemble, et pour vivre ensemble, il faut se connaître et se respecter dans aussi ce qu'on a de plus important et de plus intime, par exemple la foi. Merci beaucoup Vincent Placard. Arline Lacombe, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur. Donc, vous avez une vision sur toute la matinée de ce qu'on appelle ces religieuses. Elles évoquent quoi pour vous aujourd'hui, ces émissions ? Ces émissions, elles sont importantes à 2 titres. Déjà, rappeler que le principe de laïcité ne veut pas dire négation par l'État des cultes. Les cultes, l'État ne reconnaît aucun culte, mais doit les connaître. Et on constate aujourd'hui, sur le rapport des Français à la laïcité, qu'il y a un besoin de connaissance, de meilleure connaissance en fait des cultes, et c'est l'objectif de ces émissions, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ces émissions permettent aussi un accès au culte finalement pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans les lieux de culte. Et donc en cela, elles garantissent aussi le libre exercice des cultes. L'idée aujourd'hui de faire une partie de ces émissions qui sont donc les fêtes et qui sont pratiquement la moitié des émissions de l'année pour expliquer comment faire les fêtes, à quoi elles consistent, quelles sont leurs traditions, et de faire une autre partie sur toutes les thématiques de vie, de philosophie de vie, et des fois même de mélanger le culte et la culture. C'est quelque chose pour lequel vous êtes pour ? Aujourd'hui, que ce soit le ministère de l'Intérieur qui accompagne en fait le ministère de la Culture sur ces émissions, que ce soit France Culture ou France Télévisions, souhaite garantir une liberté aux producteurs, donc aux cultes qui produisent les émissions, une liberté de production. Donc effectivement, certains vont orienter plutôt vers du cultuel, d'autres vers du culturel, ou vont aussi effectivement adapter en fonction de l'actualité, des fêtes religieuses. Et donc ma réponse elle est plutôt oui, c'est-à-dire cette liberté d'organisation, de production des émissions religieuses sur France Télévisions, mais aussi sur France Culture. Aujourd'hui, on est aux universités du judaïsme français à Nice. Vous venez de faire une table ronde pour expliquer votre travail. Demain, il y a une table ronde sur l'antisémitisme. Aujourd'hui, on s'aperçoit que depuis le 7 octobre, le regard des émissions religieuses a changé, les sujets aussi.
Vous pensez que ça a son importance d'aller chercher de l'humain, de l'humanité et de pouvoir parler de tout sans tabou pour expliquer aux gens ? Effectivement, aujourd'hui, on parle malheureusement beaucoup, quand on parle du judaïsme, on parle beaucoup d'antisémitisme. Et c'est une réalité, c'est un fait. Il faut lutter contre l'antisémitisme qui est croissant et qui connaît des chiffres très importants aujourd'hui. Toutefois, il faut aussi parler positivement des cultes, quels qu'ils soient, et notamment le culte juif. Et c'est ce qu'apportent ces émissions religieuses. En cela, elles sont vraiment importantes, d'autant plus aujourd'hui. Amener du beau ? Amener du beau, tout à fait. Merci beaucoup. Pour finir la journée, moment de détente et d'histoire pour le groupe. Il marche sur les traces de la communauté juive de Nice, depuis les vestiges du ghetto, en passant par le mémorial des déportés, le cimetière juif de la ville, jusqu'à la grande synagogue de Loire. Franck Israël, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du consistoire régional Côte d'Azur-Corse. En quoi exactement consistent vos actions et votre travail ? Alors, être président du consistoire régional Côte d'Azur-Corse, c'est créer des synergies, mutualiser des actions entre toutes les communautés qui dépendent de ce périmètre, c'est-à-dire de Menton jusqu'à Saint-Raphaël, en passant par cette magnifique île qu'est la Corse, et donc travailler avec l'ensemble des présidents, leur conseil d'administration, des rabbinim, pour apporter cette valeur ajoutée au judaïsme de toute notre région et au-delà. Ma question clé par rapport aux universités d'été aujourd'hui, comment, à travers la région, vous arrivez à impliquer la jeunesse et est-ce qu'elle vous donne du crédit là-dessus, sur vos actions ? Énormément. Depuis plusieurs années maintenant, la jeunesse est complètement intégrée à toutes les décisions de nos consistoires. Il y a eu une professionnalisation de la jeunesse. Donc nous avons embauché dans différentes communautés des jeunes qui, eux, ont pris le leadership sur l'ensemble des événements de la région, que ce soit des événements directs, que ce soit des événements en partenariat. À partir de là, il y a eu cette volonté de fédérer d'abord tous les mouvements de jeunesse. Il y avait, pendant des années, les mouvements de jeunesse faisaient chacun leurs activités. Nous avons fait en sorte de les réunir. Ils ont travaillé en complète synergie et ils ont créé ensemble des événements. On les a impliqués sur toutes nos commémorations, sur toutes nos actions, sur toutes nos festivités et donc c'est du win-win. À chaque fois maintenant qu'il y a une action au niveau de la communauté juive régionale, les mouvements de jeunesse sont présents et ils en sont fiers et ils portent ce judaïsme haut et fort et nos couleurs avec une volonté de créer de l'animation, de créer de l'événement et de faire en sorte d'aller chercher celles et ceux qui aujourd'hui ne sont pas encore dans nos communautés. On sait qu'aujourd'hui, depuis le Covid, les gens cherchent beaucoup plus la nature, la qualité de vie. Il y a eu le 7 octobre. Est-ce que quand les couples de 40, 50 ans arrivent avec des enfants, ils cherchent absolument, et tout de suite, vous sentez qu'ils sont à l'affût d'une histoire juive, de savoir dans quelle communauté, dans quelle synagogue ils vont aller, dans quel endroit où ils vont aller pour faire leur fête ? C'est fondamental aujourd'hui. Je crois que plus qu'avant, lorsqu'un couple ou une famille juive veut s'installer dans une région, quelle qu'elle soit, je pense, en particulier dans notre région sur la Côte d'Azur, il y a une volonté de s'ancrer pas très loin des lieux où ils vont pouvoir, qu'ils soient pratiquants ou non, où ils vont pouvoir être au plus proche de la communauté, que ce soit au travers d'un mikvé pour celles et ceux qui le pratiquent, que ce soit au travers d'une synagogue, que ce soit au travers d'écoles juives ou de restauration, de supermarchés ou autres, il y a cette volonté de se rapprocher d'une communauté, ou en tout cas, si ce n'est de se rapprocher, de savoir exactement ce qu'il s'y passe au niveau de la vie juive locale. Après, vous avez parlé de nature. Regardez autour de nous, il y a la nature, il y a la mer, il y a le cœur de ville, il y a des extérieurs qui sont formidables. Je crois que notre situation géographique est extrêmement attractive. C'est la raison pour laquelle, depuis maintenant plusieurs années, chaque semaine, je dis bien chaque semaine, des familles juives s'installent dans une des communautés de notre région. Et ils sont accueillis évidemment à bras ouverts. Et on est fiers de pouvoir être aujourd'hui cette vie juive qui reçoit des personnes qui malheureusement, elles, ne se sentent pas bien là où elles se trouvent. On sait aujourd'hui que dans la région et tout autour, on a des maires comme ça qui sont très attentionnés par la montée de l'antisémitisme. Est-ce que bizarrement, comme l'a voulu l'histoire, ça devient, selon vous, une région refuge, comme ça l'était à l'époque ? Vous avez tout dit. L'histoire a montré que
la Côte d'Azur a été cette terre d'accueil pendant une période, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et malheureusement, cette histoire, elle ne se répétera pas sur les éléments de la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est une certitude. Par contre, les éventuelles craintes font que la Côte d'Azur reste une terre d'accueil de la même façon qu'elle l'a été dans les années 40. Et les gens s'y retrouvent bien parce que nous avons, c'est vrai, un tissu de maires, de présidents de département, de présidents de métropole, de conseillers, d'adjoints au maire, de députés qui ont compris tous les enjeux de la société et qui ont compris que les Juifs, dans leur totalité, sont complètement intégrés dans la cité, dans la République, et leur bienveillance à notre égard et leur volonté de défendre les fondamentaux, non pas du judaïsme, mais de la liberté, de la laïcité, de la République, font qu'ils sont à nos côtés, ils défendent haut et fort ce que nous défendons, et donc c'est exactement nos combats pour la République que nous menons ensemble, avec des élus qui sont la fierté de notre République aujourd'hui. Merci. Merci Franck Israël et merci pour tout le travail que vous faites pour cette communauté. Merci mon cher Steve Suissa. Merci. C'est le dernier jour des universités d'été du judaïsme. L'explosion des actes antisémites en France hante particulièrement la communauté juive. Comment mieux lutter contre l'antisémitisme et l'antisionisme? Est-ce que de nouvelles mesures peuvent être prises? J'ai une remarque là, c'est le vieux psychiatre que je suis sur cette volonté de vouloir légiférer à l'égard de la haine. Et je trouve qu'il y a dans les gouvernements, la haine c'est une passion triste au sens de Spinoza. Et c'est vrai que dans les gouvernements, il y a toujours, au niveau de la gestion des émotions, le souhait de vouloir légiférer. Je pense à l'amour qui a été légiféré, par exemple l'amour homosexuel dans certains pays. L'humour qui, dans d'autres pays, je vous déconseille à faire de l'humour. Et je me demande si c'est une bonne idée de philosophie politique de vouloir légiférer sur la haine. Légiférer sur les actes, c'est une chose, mais sur des sentiments ou des expressions verbales, c'est mon point d'interrogation. Je réponds sur le dernier point. C'est l'expression publique de la haine qui est sanctionnable. Convention européenne des droits de l'homme, liberté d'expression, publique, privée, c'est un principe, mais c'est l'expression publique de la haine. C'est quand la haine rentre dans le domaine public, quand la haine vient restreindre une liberté fondamentale, quand la haine vient attenter à la dignité de tout à chacun. Vous avez le droit, moi j'ai le droit de vous haïr, hein. J'ai même le droit de vous le dire en privé. C'est pas un délit. Donc, la haine peut, en revanche, dans l'espace public, dans cet espace de construction, dans cet espace de laïcité, dans cet espace de respect, l'expression publique, même, j'aime pas le terme de la haine, je suis d'accord avec vous, mais l'expression publique de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie et donc de haine, celle-ci doit être sanctionnée parce qu'elle est attentatoire à la liberté individuelle de chacun et à la dignité de chacun. Dernière table ronde pour clôturer ces journées de partage, de dialogue et de réflexion. Comment relever les nouveaux défis pour le judaïsme français? Raïm Corsia, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre grand rabbin de France. Quels sont, selon vous, les défis du judaïsme français aujourd'hui? En nous rencontrant avec tous les dirigeants des communautés, avec des intervenants notamment nombreux et éminents, et je trouve que c'est ce que nous devons porter ensemble, l'unité, la capacité à porter ce que nous sommes dans la société française. Pour ce faire, il nous faut de la sérénité, c'est-à-dire de la sécurité. Et donc, voilà pourquoi Aurore Bergé, la ministre de la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, est venue hier nous faire un discours incroyable de force et d'engagement. Au fond, elle a expliqué que s'il n'y a pas cet engagement à la fois de l'État, mais de chacune des citoyens, des citoyennes, il n'y a plus de France, il n'y a plus de République. Et nous sommes là pour dire, nous sommes une part de ce qu'est la République, et donc il faut protéger toutes ces parts, dont ce que nous sommes, parce que notre vocation, c'est de porter cette espérance devant, d'offrir cette espérance à l'ensemble de la société. Est-ce que vous pensez qu'avec ce qui se passe dans le monde et nos derniers événements, les défis ont changé? On ne peut pas mettre un défi qui reste de manière intemporelle. Il y a évidemment des évolutions, des transformations, mais moi j'aime l'idée qu'au fond il y a des invariants dans l'histoire humaine, il y a des invariants dans l'histoire du judaïsme. Le judaïsme est en but depuis toujours à une forme de rejet, parce qu'il incarne ce que Paul Ricoeur appellerait la mêmeté dans la différence. Nous sommes les mêmes que tout le monde,
Et en fait, on porte cette différence. Mais c'est ce que Aman, le méchant de la Haggadah, dit au roi Assuérus. Il y a parmi tes peuples, tes 127 provinces, tes 127 peuples, un peuple un peu dispersé. Leurs règles ne sont pas tes règles. Tu n'as aucun intérêt à les garder. Donc vous voyez, ce mouvement de rejet, il est permanent. C'est ce que j'appelle un invariant de l'humanité. Et nous devons lutter pour montrer que si nous sommes heureux quelque part, alors tout le monde est heureux. Parce que chacun est reconnu pour ce qu'il est. Donc c'est pas tant défendre le judaïsme, c'est défendre un modèle de société. Voilà pourquoi j'étais très touché des mots de la ministre hier soir, quand elle nous explique qu'on ne peut pas laisser la lutte contre l'antisémitisme aux seuls juifs. Si l'ensemble de la société ne s'empare pas de cette question, c'est l'ensemble de la société qui sera défaite d'une manière ou d'une autre. Vous êtes grand rabbin de France depuis 2014, je crois. Forcément, votre travail, il évolue, puisque je vous vois, je vous observe, on se croise beaucoup, et je vous vois très à l'écoute, très... En regardant, en observant, il y a une qualité très forte d'écoute. Donc forcément, votre travail par rapport à l'évolution de la communauté, il évolue tout le temps. Aujourd'hui, vos points d'importance et vos priorités, ce sont lesquels? Hier, je suis allé voir des jeunes d'un camp scout des éclaireurs israélites de France. Des EI. Des jeunes. Et j'ai échangé avec eux. Je crois qu'on a quelque chose à dire à cette jeunesse. On doit leur transmettre un jour la responsabilité, on doit leur transmettre notre patrimoine, on doit leur transmettre nos espérances. Il faut leur apprendre à oser, à rêver, à risquer. Risquer, oui, l'audace, à être eux-mêmes, à être, oui, protégés par la famille, la vie, nos communautés, mais en même temps être ouverts sur le monde, à ne pas se recroqueviller sur eux-mêmes. Et c'est ce que j'ai vu. Ils étaient jeunes, ils étaient petits, mais ils étaient merveilleux, merveilleux. Et c'est touchant ce que vous dites, parce qu'il y a une petite qui me demande, après, bon, j'ai discuté avec tout le groupe, et puis ensuite on échange avec ces petits, et ils me posent des questions, et puis il y en a qui viennent me poser des questions après. Et il y en a une qui vient me voir, elle a peut-être 8 ans, 7 ans. Elle me dit, vous pouvez me faire un autographe? Et comme elle m'avait posé plusieurs questions, je lui ai écrit à la petite qui sait poser les bonnes questions. Je lui donne le papier, elle est contente. 5 minutes plus tard, elle revient à monsieur le rabbin qui sait entendre les bonnes questions. Ça m'a touché, parce que petite qui ne me connaît pas, qui me voit pour la première fois, je suis un concept, et puis en même temps elle me rencontre, et il y a quelque chose là, vous voyez, de cette jeunesse qui veut en fait être entendue. Et moi je crois qu'il faut qu'on leur donne des possibilités, fondées sur notre expérience, mais qu'on leur laisse toute la liberté pour être eux-mêmes. C'est pour moi le grand enjeu. Il y a des invariants, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura toujours cette lutte contre l'antisémitisme, cette lutte pour transmettre la Torah. Mais ces petits jeunes qui savaient les réponses à tant et tant de questions que je leur posais sur la paracha, sur le texte de la semaine, sur la Bible, en même temps, ils voulaient juste être entendus. Et je me dis, il faudra qu'on sache à la fois transmettre notre expérience et laisser libre de découvrir le monde, comme le fait la jeunesse. Ce que j'adore, ce qui est très fort pour nous, c'est d'entendre ces propos sur la jeunesse et de les laisser venir et de les accepter comme ils sont et de leur faire de la place. Je pense que c'est vraiment l'inquiétude qui réside. Et en ça, merci. Merci du travail que vous faites. Merci à vous. Et belle université d'été, j'ai le sentiment qu'on est un peu comme dans le cercle des poètes disparus. On se rencontre pendant 3 jours, on échange, on se donne la main. Captain, my captain. My captain. Et alors qu'on est dans un moment où tout d'un coup, il y a une montée de l'antisémitisme qui est folle, on vit un après 7 octobre qu'on a du mal à digérer, et malgré tout, c'est que positif. Oui, mais voilà. La force du judaïsme, c'est de dire, oui, c'était terrible, mais il faut s'extraire de cette tentation de l'abattement. C'est une tentation réelle. Pour être dans ce qu'on appelle en hébreu la simcha, une joie qui n'est pas le constat que tout va bien, qui est la volonté indéracinable que nous avons au cœur de transformer tout en moment de joie. Et ça aussi c'est un invariant. Quand je parlais de la Megillah de Roulou d'Esther, oui. Le texte dit Venaforhu miyagon les simcha. Je transformerai, vous vous rendez compte, je transformerai tous ces moments de tristesse, de douleur en joie. C'est une façon de dire, c'est à vous de commencer le job, de faire en sorte que la joie l'emporte à nouveau dans la balance du monde sur la douleur, sur l'abandon, sur le doute, sur la méfiance, qu'on ait la joie, la confiance, et qu'au fond, on refonde cet idéal de fraternité. C'est la République. Quand on nous met dans notre triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, c'est qu'il faut commencer par la fraternité pour retrouver la liberté, l'égalité, et au fond, une espérance partagée.
Merci, monsieur le grand rabbin. Merci à vous. Élie Korchia, bonjour. Bonjour. On se retrouve là après 3 jours d'université d'été dans la ville de Nice. Un programme incroyable, mais incroyable. Des présidents de communautés reboostés, des journalistes surpris. C'est quoi, un peu à chaud comme ça, le bilan que vous en tirez? Quand j'ai pensé à cet événement et qu'il se déroule pendant 3 jours exactement comme on l'avait en tête, d'abord, on est soulagé, on est heureux. Et puis quand on voit le plaisir qu'ont pris ces dirigeants de communauté, 150 sur toute la France, qui sont venus pendant ces 3 jours passer ces ateliers de réflexion, ces soirées de gala, effectivement, ces moments qu'on a vécu ensemble du matin jusqu'au soir, je pense que c'est important parce que vous avez dit le mot rebooster. Et je crois que dans la période qu'on vit, c'était plus que jamais nécessaire de réunir les femmes et les hommes qui, dans toutes les régions de France, font vivre ce judaïsme, qu'ils puissent se retrouver, qu'ils puissent échanger, partager dans la joie. C'était ça aussi qui me tenait à cœur. Vous avez vu la soirée de gala, la seconde soirée de gala hier soir avec la ministre, lorsque nous avons été au son de la musique avec des chansons françaises, des airs israéliens. Il y avait une ambiance extraordinaire aussi de partage et de joie. Et je crois que c'est important dans la période dans laquelle on est de parler de résilience, mais de parler aussi de la joie. Je voudrais qu'on en revienne à une identité juive heureuse dans les années qui viennent, alors que malheureusement, depuis ces derniers mois, on le sait bien, nous sommes surtout dans un climat anxiogène. Et donc cette identité juive heureuse que je souhaite pour le judaïsme français dans toutes nos communautés, qui regorgent de projets et d'actions, comme vous l'avez vu, aux 4 coins de la France, eh bien j'espère que ces 3 jours d'université ont donné cette appétence, cette volonté, ce souhait d'arriver à cette identité juive heureuse dans les années qui viennent, en espérant évidemment un climat social et politique plus serein. J'en profite parce que je pense que nos téléspectateurs méritent plus que n'importe qui d'avoir, entre guillemets, un brin d'exclusivité. On a eu des clés sur l'avenir, c'est-à-dire que grâce à des tables rondes que vous avez organisées sur la jeunesse, hier matin sur la culture pour réparer le monde, et grâce au consistoire central, on va pouvoir aller de façon régulière dans des grandes villes, dans des petites villes, découvrir le patrimoine, rentrer dans les synagogues avec, pour complémenter les prières, autre chose, des spectacles. Exactement, à partir de notre socle commun, qui est évidemment la synagogue, le centre communautaire, nos offices, nos fêtes juives tout au long de l'année, on voulait apporter un service supplémentaire, une offre supplémentaire pour que tout le monde se retrouve dans le plus grand nombre attiré, pour venir évidemment avec ce sentiment d'appartenance à la communauté juive dont on a dit à plusieurs reprises, encore hier avec tous les élus et dans cette 3e journée, combien la communauté juive faisait signe d'appartenance depuis toujours à la communauté nationale. On veut apporter une offre supplémentaire et je suis très heureux qu'on fasse les semaines qui viennent, eh bien, ces émissions, ces reportages, ces documentaires dans toutes les régions de France pour valoriser notre patrimoine. Patrimoine évidemment architectural, mais patrimoine aussi dans ce que les hommes et les femmes ont apporté dans ces différentes communautés, dans les projets aussi qu'ils ont pour le futur. Et donc on va aller dans toutes les régions de France et ça va être un grand moment. Et puis aussi, on va apporter aussi la culture avec des spectacles, avec des lectures de textes, avec des pièces. Nous allons aller dans toutes les régions, quelles que soient les communautés, nous allons y aller ensemble. Et je crois que la façon dont ils ont reçu cette proposition et comment ils sont venus nous dire, nous on veut ici à Strasbourg, ici à Nantes, ici à Lille, ici dans la région Rhône-Alpes, toutes ces communautés qui ont voulu participer à notre projet aussi, je crois que ça montre aussi qu'il y avait une demande et que nous sommes en train de combler une demande. Merci beaucoup. Merci Élie Korchia pour beaucoup de choses. Merci pour ce dynamisme. Merci pour l'audace que vous avez de réinventer un travail communautaire, de ne pas laisser de côté la province, de ne pas laisser de côté les petites villes. Et bravo à vous pour votre travail. Merci, on va continuer à faire rayonner le judaïsme français comme on a eu le soleil pendant cette université d'été. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et à très bientôt.